Bonjour à toutes nos auditrices et nos auditeurs sur la radio The Focus. Bienvenue pour notre live du dimanche, notre live habituel. Et aujourd'hui, on a un thème qui est très intéressant parce qu'il y a quand même un phénomène qui se dessine depuis quelques années. C'est celui des ripats. Donc, ces personnes de la diaspora africaine et qui choisissent de repartir sur le continent pour travailler ou créer leur entreprise. Et on reçoit aujourd'hui une grande figure de représentante, une autre représentante des ripats. C'est Chris Brochek qu'on reçoit aujourd'hui avec plaisir et honneur. C'est une entrepreneuse optimiste, pleine de fougue, aux 1000 idées et qui ne s'arrête jamais. Donc on va aujourd'hui avec elle parler des petits conseils, des astuces pour les femmes, les hommes qui ont le rêve de repartir ou d'aller travailler sur le continent. Bonjour, et je suis aujourd'hui, pardon, excusez-moi, j'allais oublier quand même ma co-animatrice, l'éliminée du tableau. Et aujourd'hui, donc, pour animer cette émission, donc il y a Linda qui m'accompagne, Linda que vous connaissez, mais je vais la laisser se présenter parce que ça mérite le détour. Linda, à toi. Chérie, en tout cas, moi je suis contente de vous rejoindre, d'être là avec Chris et toi, parce que depuis le temps qu'on en parle, on a enfin pu, avec l'équipe radio, placer cette émission de dingue. J'ai hâte, franchement, j'ai plein de questions. Et puis Chris, c'est quelqu'un que j'ai eu l'opportunité, le bonheur, la chance de pouvoir rencontrer en virtuel. Et c'est à chaque fois qu'on est au téléphone toutes les deux, elle a toujours beaucoup de bons conseils, des histoires complètement dingues de l'entrepreneur à succès, surtout d'entrepreneur d'exception qu'elle est, parce que sur le terrain, tout ce qu'elle peut raconter. Donc moi, j'ai hâte que vous écoutiez tout ça aujourd'hui. Alors Chris, j'espère que tu es toujours avec nous. Elle est en direct du Congo, donc c'est pas impossible qu'on ait 1 ou 2, 3 petits bugs. Ça donne encore plus de charme, j'ai envie de dire, direct. Chris, tu nous entends et tu nous vois. Comment vas-tu, ma chérie Chris? Oui, bonjour Linda, bonjour Joël. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous sur la plateforme The Focus cet après-midi. D'ailleurs, je voudrais vous adresser mes félicitations pour ce projet qui est vraiment magnifique et admirable pour la femme africaine, mais aussi pour la femme pro et la femme aussi maman en général. Donc en tout cas vraiment toutes mes félicitations pour cette excellente initiative. Et c'est vrai que je vous ai vu démarrer, et c'est vrai que Linda m'en avait parlé, et c'est vrai que et puis là ça commençait à prendre la vitesse de croisière, et je me suis dit non, les deux ce sont mes potos, il faut que je les appelle, parce que comme on dit, il faut que je m'appelle, il faut que je les appelle, et il faut que je participe, parce que c'est aussi ça, soutenir les business et les entreprises de ses frères et sœurs. C'est pas forcément donner un coup de main financier, mais c'est être là, c'est dire ok, ça va, comment ça se passe, c'est bien ce que tu fais, je t'encourage, il faut aller de l'avant, etc. Et vous êtes 2 femmes exceptionnelles avec Perle, 3 femmes exceptionnelles que j'admire et que je suis. Autant vous m'admirez moi, mais autant moi je vous admire vous, pour ce que vous faites et pour ce que vous êtes. Et donc c'est un grand plaisir avec moi que d'être avec vous cet après-midi et de partager mon expérience de ripat. Parce que en fait, voilà, parce que ce que les gens savent, enfin ceux qui me connaissent savent, en fait moi je suis née et j'ai grandi en France. Et j'ai passé une partie de mon adolescence au Congo. Et après, à l'âge adulte, je suis repartie. Donc ça aussi, je vais pas vous griller sur l'émission. Donc je vais laisser, je vais vous laisser aller dans le déroulé de l'émission. Je vais pas dévoiler mes cartes tout de suite, mais voilà un peu le profil. Donc ça va être simplement pour que les gens ils comprennent que à la base, je suis quand même à cheval entre 2 cultures et que pour moi c'est naturel et que, non, à la base c'était plus la culture française que la culture congolaise. D'accord. Et quand je demandais à mes parents, mes papas et maman en originaire d'où, me disaient du Congo. Et quand je prenais la carte de l'Afrique, je voyais ce petit pays de 360 mètres carrés, à la kilomètre carré. Je dis, de là-bas, non. Donc vous voyez que, voilà, c'est pas forcément non plus quelque chose de logique. C'est pas parce qu'on est originaire d'eux que c'est la culture de ses parents qu'on va forcément arriver et l'embrasser automatiquement. Parce que là aussi, qui dit ripat, c'est vrai que c'est un problème économique, social,
mais aussi culturelle. Et là, je vous redonne la parole pour que vous puissiez faire le lancement. C'est sûr, c'est sûr. Bah justement, c'est un sujet qui va être magnifiquement lancé par notre Joël. Joël, je te laisse le plaisir et l'honneur de pouvoir nous lancer le sujet d'aujourd'hui, s'il te plaît. Là, parce que Chris, elle est rentrée dans le dur. Tout de suite, elle a parlé des choses qui piquent. Parce que c'est vrai qu'en tant que femme, même homme, avec cette double culture, on a quand même l'impression qu'on rentre chez nous. Tu vois, parce qu'il y a quand même, ça reste encore, surtout que on est quand même d'une génération, nos parents sont venus de là-bas, on n'est pas la 3, 4e, 5e génération. Donc, il y a encore cette attache avec le pays d'origine. Et quelque part, notamment pour ceux qui ont peut-être subi un rejet ici ou qui ont l'impression d'être rejetés ici et d'être incompris, d'être pas traités à leur valeur, à leur juste valeur en fonction des diplômes qu'ils ont eus, du travail qu'ils ont fourni, etc. Il y a quand même cet imaginaire que on rentre chez nous en terrain conquis. Est-ce que toi, Chris, c'est comme ça que tu l'as vu? Ou si tu l'as pas vu comme ça, est-ce que tu observes, par exemple, des personnes qui reviennent depuis que tu es installé au Congo, qui reviennent avec un peu cet air pas supérieur, mais qui pensent que tout va rouler, quoi? Voilà. Alors, Joël, Linda, déjà, la première des choses que j'aimerais vous dire, c'est que déjà, il y a des générations. En France, là, actuellement, par rapport à l'indépendance, etc., on doit être à la 2e ou à la 3e génération. Les phénomènes repat ne seront pas les mêmes pour la génération de nos parents, pour la nôtre, et pour celle de nos enfants. Pour celle de nos parents, par exemple, c'est simple. Moi, mon père, quand il a eu son bac, on lui a proposé d'être prof. Ceux qui rentraient avec des bac plus 2, bac plus 3, on leur déroulait le tapis rouge. Ça, c'était dans les années 70, 60, 70, 80. D'accord. Vous rentriez de France, on vous déroulait le tapis rouge, c'est-à-dire que vous étiez automatiquement intégré dans la fonction publique. Vous étiez vraiment une valeur pour la nation, une valeur pour le gouvernement. À un moment ou à un autre, vous étiez fonctionnaire. Donc, il y a eu cette génération-là à eux. Et effectivement, quand ils arrivaient, comme c'était vraiment les premières générations qui ont été formées après la colonisation, ils arrivaient à des postes qui étaient relativement importants. Ok. Mais nous, quand on est rentré, c'était quoi? Ah, tu viens de France, bon, assis-toi. Ou alors, quand on disait pas so what, tu vas venir nous montrer quoi? Voilà, parce que là aussi, en fonction aussi de l'évolution de nos pays, il y a eu des périodes. Alors, les périodes de nos générations, de nos parents, les années 80, 70, 80, etc., c'était des pays aussi où l'Afrique aussi était fermée. Le monde aussi était relativement fermé. On n'allait pas en Chine, on n'allait pas à Dubaï, on se baladait pas du tout dans le monde. Donc, on était, au niveau de la globalisation, on n'était pas au même niveau. Donc, c'était quand même quelque chose d'assez différent. Nous, quand on est rentré, il y avait déjà ce phénomène de globalisation. Donc, il y avait des dames commerçantes ou même des commerçants qui étaient déjà bien nantis, qui pouvaient voyager, qui pouvaient aller en Chine, qui pouvaient aller à Dubaï, qui pouvaient aller aux États-Unis, qui pouvaient aller, voilà. Donc, moi, je suis arrivée au moment où quand même, j'ai commencé à sentir que les places commençaient à être dures. Voilà, j'ai commencé à sentir que les places commençaient à être dures. Autant la génération de nos parents, on leur a ouvert, ceux qui sont rentrés, ils ont eu tapis rouge, même si moi je sais qu'à un moment j'ai vécu un peu cette période-là avec mes parents où on est rentré. Ça a été quand même assez difficile pour mon père parce qu'il voulait être intégré dans la fonction publique. Bon, ça c'est encore une autre partie. Moi, je vais plutôt me focaliser sur mon histoire. Moi, j'ai senti que vraiment le terrain commençait à être dur. Le terrain commençait à être dur. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi le fait aussi que tu avais ces grosses sociétés. Tu sais que chez nous, on est dépendant du pétrole, etc. et tout ça. Ces sociétés-là commençaient à avoir de la pression pour que justement avoir du local content et avoir des employés locaux. Donc, il était de plus en plus mal perçu que de faire venir ou d'avoir des expatriés. Donc, du coup, la main-d'œuvre locale était favorisée. Alors, maintenant aussi, il y a plusieurs sortes de repat. Moi, j'étais la repat cascadeuse. C'est-à-dire que cascadeuse aventurière. Non, mais moi, je vous dis, hein, nous, on est rentré avec 3 000 € et un conteneur. Ah, on était des réfugiés économiques. Hein. On n'est pas partis parce que là aussi, il y a 8 pattes et 8 pattes. Il y en a, ils partent avec des contrats super bien. On leur a promis la maison, on leur a promis la voiture. L'enfant est inscrit à l'école française.
Mais est-ce que sans vraiment des ripates au final? Ça, c'est l'idéal. Sans vraiment des ripates. Voilà. De ripates culturelles. Est-ce que ce sont vraiment des ripates du coup? Ou est-ce qu'il y a une différence entre le ripat en guillemets salarié, le ripat entrepreneur, ou est-ce qu'il y a le ripat qui justement dans le cadre d'un contrat déjà bien juteux, bien... Écoute Linda, quand un expatrié français va étudier chez nous, on dit bien expatrié. Oui. Nous, bon, si c'est ton pays d'origine, pour moi, s'il y a le perfect matching entre ton pays d'origine, voilà, pour moi, on peut considérer comme ripat. Sinon, après, t'es expat. Oui. Hein? Sinon après t'es justement t'es expat. Donc il y a ces deux catégories de personnes et c'est vrai que il y a aussi ces cadres africains qui ont profité de l'expansion de certaines sociétés multinationales européennes ou internationales pour aller s'installer en Afrique. Ceux-là, en tout cas, ils arrivaient avec des contrats doré, c'est-à-dire qu'on avait l'impression que c'était le phénomène expatrié, mais à l'envers. Voilà. Ceux-là, ils arrivaient, ils avaient des maisons, ils avaient des titres, les enfants, etc. et tout ça. Blablabla. Mais nous, là, nous, on est parti à la dure. On est parti à la dure et on est parti pourquoi? On est parti parce que, on venait de faire un dépôt de bilan d'une société que moi j'avais ici. 2, quand on était parti s'inscrire à Pôle emploi, ça s'était très mal passé parce que moi j'avais un bac plus 5 et mon mari avait toujours été directeur, donc on a refusé ou on ne pouvait pas nous recaser. Et 3, j'avais depuis quelques années cet appel du cœur, et ça je l'ai dit dans mon tweet tout à l'heure, c'est-à-dire que j'ai pas compris, c'est-à-dire que 4 ans ou 5 ans avant justement d'aller nous installer définitivement, j'avais pris l'habitude de partir tous les ans en vacances. Et il y a un jour où je me souviens où je rentrais, pourtant je rentrais sur Paris, j'étais dans un vol et tout d'un coup dans le vol et tout d'un coup dans l'avion, je me suis mise à pleurer. Ah ouais. Parce que j'avais l'impression que rentrer à Paris, c'était plus rentrer chez moi. Donc il y avait déjà cette chose-là, il y avait déjà cet appel, je sais pas. Parfois aussi, c'est là aussi que je me dis le sang, hein. Les ancêtres là, ils sont très très forts. je me dis, non, mais parfois je me dis aussi ça. Ils sont très très forts. Et du coup, bon, quand les choses ont commencé à pas aller tout à fait comme on voulait, c'est-à-dire c'était carrément la catastrophe, et que je savais pas quoi faire, moi j'ai dit, bah écoute, on s'est regardé avec mon mari, moi j'ai dit, écoute, moi je viens de quelque part, je vais aller un peu essayer là-bas. J'avais déjà vécu adolescente au Congo, j'avais vécu pendant les vacances. Je me suis dit, bon, ici ça marche pas, on n'aura pas le boulot qu'on veut, etc. Autant rentrer au pays. Et je me suis dit, à l'époque, je venais de vendre mon appartement à Paris. Il nous restait, on avait des dettes un peu à gauche à droite parce qu'on avait été entrepreneur, forcément, on avait pris des risques. Donc en fait, bref, quand on a fait nos comptes, il nous restait 3 000 € et on a juste eu le temps de mettre un conteneur avec 2 voitures, un conteneur de 40 pieds avec 2 voitures à l'intérieur, des meubles, soi-disant des équipements pour commencer des nouvelles affaires et des nouveaux business, et puis de partir. Et c'est comme ça qu'on a débarqué en fait à Pointe-Noire. Donc c'est pour ça que j'ai l'habitude de dire qu'on est des réfugiés économiques, parce que franchement ici ça n'allait pas. Et puis à côté, à cette époque-là, on était aussi dans une époque où c'était Sarkozy qui était aux affaires, et ce brave bonhomme avait l'habitude de dire une chose: la France, soit on l'aime, soit on la quitte. Et en fait, c'est tombé un moment dans mes oreilles là. J'ai dit, oh petit bonhomme, attends, on va partir. On va partir, tu vas rester manger ton pays là, comme disent les Ivoiriens, nous on va partir. Et donc, c'est comme ça. Et arrivé du coup au pays, vous êtes lancé dans quoi, comme quel business? Est-ce que c'est un business que vous avez continué, vous avez continué au pays? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez complètement fait? En fait, alors, bon, je vais vous expliquer un truc. Donc, nous, on a fait un dépôt de bilan. Et en fait, dans la boîte que je gérais ici, il y avait une partie physique et il y avait à l'époque une partie virtuelle qui était une boutique en ligne. Bon, j'ai fait le dépôt de bilan pour la partie physique, la partie virtuelle, je l'ai récupérée. Et avec les équipements et avec les trucs et tout ça, donc j'avais déjà une boutique en ligne et on vendait de la lingerie et des vêtements, donc j'avais déjà de quoi faire une boutique de vêtements. Alors contrairement à ce que les gens croient, ils me voient là avec une brochette, maman numérique et tout ça, mais le numérique, ça n'a pas été mon premier business au Congo. Mon premier business au Congo, ça a été une boutique de fringues. Ça a été une boutique de vêtements
pour rebondir un peu sur mes antécédents d'avant. Donc en fait, quand j'arrive, moi en fait, j'avais pas. Donc voilà, on arrive comme ça, mais en fait, ce qui était bien dans mon cas, c'est que j'avais pris le temps quand même bien avant, et je sais pas pourquoi, j'avais déjà fait enregistrer une société, un établissement, une entreprise individuelle, qui avait été enregistrée par un homme de confiance que j'avais. Donc j'avais déjà une entreprise individuelle, donc un titre. J'avais un local, et du coup la première activité que j'ai lancée, c'était ma boutique de vêtements, avec aussi un peu de stock de ma boutique qui avait dégringolé ici. Et puis j'avais fait un réassort, etc. Donc j'ai ouvert ma boutique de vêtements. Et après seulement que j'ai repris en fait Congo Web Agency, que j'ai activé en tant qu'agence. Mais là aussi ça a été un désordre pas possible, parce que nous sommes dans les années on est 2008-2009. Donc bon, à part vendre des robes, la seule chose que je savais faire, c'était créer des sites internet. Donc vous arrivez dans un contexte comme ça au Congo, où quand vous dites vous créez des sites internet, les gars ils confondent création de contenu internet et opérateur d'accès internet. Ah oui. Voilà un peu le contexte dans lequel j'arrive. Donc la boutique démarre et l'agence de communication est pédale dans la semoule, parce que je suis en permanence je suis là trop tôt en fait. Moi je crée du contenu web et les gens ils confondent création de contenu web avec accès à internet et accès au web. Et bon, très vite je me rends compte que ça n'ira pas, et c'est à ce moment-là que je commence en fait à ouvrir un peu mon champ d'activité. Et là, c'est là que je commence à faire du montage vidéo. C'est là que je relance une régie publicitaire sur des écrans à l'aéroport de Pointe-Noire. C'est là que je commence aussi à faire aussi mes premiers événements en tant qu'agence événementielle. Et là, je reprends, parce que bon, étudiante en France, j'avais quand même été hôtesse dans l'événementiel et même hôtesse téléphone. Donc là, c'est là que je reprends un peu mon CV. Parce qu'en fait, quand tu vois que les choses vont pas comme tu veux, moi, j'ai repris un peu mon CV. J'ai dit, OK, bon, là où tu es, ça marche pas, mais tu as été comment en France? Tu as fait des choses avant cette entreprise, tu as fait quoi? Et là, je dis, bon, voilà, tu as fait de la téléphonie, tu as fait de l'accueil, tu as été mannequin, tu as été ceci, tu as été cela. Et là, je reprends un peu ça. Je me dis, bon, comment tu peux l'adapter à ça? Et c'est comme ça, en fait, que je fais pivoter l'agence de conseil en communication, en attendant que la création du site internet ne démarre. Moi, t'as dit un mot. Ah, pardon, vas-y, Joël. Oh non, oui, moi aussi dans ton parcours, c'est tellement riche qu'il y a plein de questions qui me viennent en tête là. Ma première question, ce serait, tu vois, tu as dit que tu as ressenti un appel, et puis également il y avait aussi une sorte d'échec professionnel en France, etc. Est-ce que selon toi, on peut, comment dire, pour retourner travailler sur le continent, est-ce que selon toi, on doit ressentir quand même cet appel, ou on peut être un peu, comment dire, des opportunistes froids, économiques, tu vois? Toi, il y a quelque chose de chaud en toi, il y a une chaleur qui s'est dégagée, il y a un appel. Est-ce qu'on peut être froid, tu vois, être vraiment un opportuniste économique et dire, j'arrive là-bas, je vais me débrouiller? Non. Non, pourquoi? Parce que si tu es un opportuniste économique, tu vas pas pouvoir rebondir. Il y a tellement, c'est ce qu'on disait, il y a tellement d'imprévus. Il y a tellement de choses qui vont arriver sur ton chemin que si tu n'arrives pas avec une certaine foi, avec une certaine hargne, avec un certain courage, tu peux pas. Donc moi je vous ai dit qu'on est arrivé ici avec 3 000 € un conteneur, mais est-ce que je vous ai dit que mon conteneur, je l'avais envoyé au nom de mon oncle qui est douanier, et que mon oncle qui est douanier, quand le conteneur est arrivé, il m'a fait des entourloupes. Ah, ça. Il a voulu que je paye en fait le dédouanement, l'équivalent à peu près de 6 000 € que je n'avais pas. Et quand je lui ai dit que je n'avais pas l'argent, vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, va emprunter l'argent chez les bailleurs de fonds. Et quand... Donc, j'ai dit, mais non, moi, je peux pas aller emprunter chez les bailleurs de fonds. Et le gars, en fait, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est servi dans les affaires que l'on avait. Il a pris des choses avec valeur qu'il a estimé qui correspondaient plus ou moins à ce qu'on lui devait. Pour soi-disant ces prestations de douane, mais là aussi, après, j'ai appris que il nous réclamait du cash, mais lui, il avait ce qu'on appelle à l'époque un crédit en douane. Donc, en fait, quelque part, pour lui, c'était un simple jeu d'écriture à faire. Ouais. Mais comme il se disait que la nièce arrive et que nous aussi, il doit profiter de l'arrivée de la nièce,
sur le territoire, et ben voilà. Donc c'est pour vous dire que si quelque part vous n'êtes pas, il faut avoir quelque chose un peu de spirituel et de sentimental en vous. Sinon, sinon vous ne tenez pas, vous ne tenez pas le coup. D'accord. Sinon on ne tient pas le coup. Parce qu'en plus, c'est vrai. Et ce sentimental-là, ça peut être l'amour. Hein. Moi, je ne sais pas pourquoi, mais à la rigueur, moi, je vous dis ce que je ressentis à l'époque pour le Congo. Aujourd'hui, je ressens la même chose pour la Côte d'Ivoire. Ce qui veut dire que, à mon avis... Là, tu as conquis mon cœur, hein. Joël, j'ai toujours adoré Abidjan. J'ai toujours adoré Abidjan. Et vu le dernier séjour que j'ai fait là-bas, ouais, moi, c'est maintenant mon cœur, il est là-bas. J'ai aussi un petit parallèle justement avec. C'est pour vous dire que quand justement, et moi aujourd'hui, autant je me sens plus très bien dans mon élément, autant je trouve que c'est déplacé, pléthorique, etc. Je me sens plus à ma place à Pointe-Noire au Congo-Brazzaville. Autant je me dis que c'est à Abidjan que je dois aller chercher. Donc c'est pour vous dire justement cet appel en fait du cœur, c'est quelque chose de très, c'est quelque chose qu'on ressent en soi. Je sais pas pourquoi là-bas, parce qu'entre-temps, moi, j'ai visité quand même d'autres pays d'Afrique, mais c'est là-bas que ça m'appelle. Excuse-moi, Linda. Au risque justement de fâcher les Congolais qui nous écoutent et les Congolaises qui nous écoutent, moi, je l'ai eu, l'appel du cœur dont tu parles pour Abidjan, là, que tu as en ce moment, Chris. Moi, c'est ce que j'ai eu il y a 4-5 ans pour le Cameroun. Voilà. On voit que moi, quand je quitte le Congo, je suis encore jeune, après la dernière personne qu'il y a eu, on va faire le truc. Je ne connais pas d'autres pays d'Afrique, hein, et voilà, j'ai la chance de voyager un peu en Europe et tout ça. Et quand j'ai eu cette envie, ce besoin de me dire, ok, je pense que j'ai un peu fait le tour en France. Partir, ce serait où? Après, bon, je ne crois pas beaucoup au hasard. La vie a fait que je rencontre quelqu'un qui est dans l'état d'esprit d'être déjà sur place. Lui, il n'est même pas au début, il est vraiment dans la projection, je vais partir. Et il est camerounais. Je dis, on y va, ton pied, mon pied, pour parler comme mes frères camerounais, ton pied, mon chéri, on y va. Et voilà comment je me retrouve. Quand au moment où on décide d'y aller, il ne se passe pas 6 mois. Hein. Il ne se passe pas 6 mois. Je démissionne. Ça c'est encore une autre histoire, mais bref, je vais être... on vend l'appart qu'on avait à Chatou, on vend les trucs, on vend tout. Et on débarque dans un pays que je ne connais pas, que très peu. J'avais connu peut-être 1 an ou 2 ans avant. Mais l'appel, pour moi, en fait, Ripat, pour revenir justement au sujet, c'est pas forcément son pays d'origine, selon moi, en tout cas, la définition que j'en donne, c'est pas forcément revenir dans son pays d'origine, c'est revenir sur le continent où, le continent africain, on a la chance d'être sur un continent où il y a une 50aine de pays, donc il y a un seul pays contre le Congo, c'est tout petit, hein, je suis désolée, hein, il est tout petit par rapport au Cameroun, même en termes de business, quand on parle de 4-5 millions d'habitants, alors que ça fait la ville de Douala, ça tout le Congo en termes d'habitants, c'est la ville de Douala. Donc, autant aller au Cameroun où là-bas c'est aussi à la dure, mes frères Camerounais. Ah non, c'est dur là-bas. Mais c'est dur, mais c'est économiquement dynamique, c'est autre chose. Les fondements sont pas les mêmes, ça bouge énormément. Et ça, justement, ce que je voudrais dire justement à nos auditeurs et nos auditrices qui nous écoutent, ici, il n'y a pas une Afrique particulière. Moi, aujourd'hui, je vous parle de ma réalité au Congo. Il n'y a pas une Afrique, il y a des Afriques. C'est important de... Et la réalité que je vais rencontrer au Cameroun, la réalité que je vais rencontrer en Côte d'Ivoire, la réalité que je vais rencontrer au Congo, même Congo-Brazza, Congo-Kinshasa, ça va être quelque chose de totalement différent. Donc, l'aspect culturel, il est important. Il est important, avant de partir, de commencer à parler avec les gens sur place. Okay? Il y en a qui vont dramatiser, il y en a qui vont embellir, etc. Et il est important déjà d'avoir déjà cet aperçu un peu des choses pour pouvoir justement faciliter son intégration quand on va repartir. Parce que là aujourd'hui, voilà, toi tu as l'appel du cœur, moi aujourd'hui j'ai l'appel de la Côte d'Ivoire, mais pour un truc même très bête, c'est-à-dire que moi quand je suis à Abidjan, parfois j'ai l'impression d'être à Paris. Pourquoi? À cause du nombre de supermarchés. C'est bête. À cause des centres commerciaux. C'est bête comme chou. Mais j'en ai marre de me paumer tout le temps dans le seul et unique grand supermarché hyper que l'on a qui s'appelle Casino et de trouver des prix de choses qui sont super chers par rapport à Abidjan. Là, sur place, ça peut parfois, le ras-le-bol, il peut commencer par pas grand-chose. Hein. Ouais, pas grand-chose.
par pas grand chose. Mais sinon, pour revenir un peu sur des choses positives que moi j'ai eues dans ma repatriation, j'ai pu honnêtement faire tout ce que j'ai eu envie de faire. C'est-à-dire que ça m'a permis d'épouser une deuxième carrière, d'avoir une troisième, une quatrième vie, de pouvoir entreprendre sans pour autant avoir trop d'obstacles. Par exemple, quand j'étais en France et que j'avais mon entreprise dans l'import-export et les textiles, à un moment, on s'est retrouvé limité par le fait que il nous fallait un employé. Mais prendre un employé, ça aurait coûté trop cher. Voilà. Alors que à Pointe-Noire, dans mon agence de conseil en com, il m'est arrivé parfois de gérer des projets avec 60, 80 personnes, sans trop de problèmes, sans pour autant aller faire une déclaration préalable de voilà, l'objet de mon truc c'était ça, mais on est en train de faire ça. Est-ce que là-bas, il n'y a pas besoin de ça. Donc ça, c'est vraiment le truc. Et puis, moi, je veux dire aussi au niveau entrepreneuriat, ce que tu es, la seule limite, en fait, c'est ton imagination. Tu t'assois, tu dis, tu veux faire ça, ça, ça. Eh ben, tu fais ça, ça, ça. Vraiment, c'est-à-dire que Joël, on prend nos affaires ou pas? Non, mais, tu fais ça. Non, mais tu t'assois, tu fais ça, ça, ça. Parce que moi, quand je me rends compte aujourd'hui, par exemple, un corps de métier que j'ai épousé, que je me suis dit que j'aurais jamais pu faire ça, c'était par exemple la publicité par l'objet. Ouais. Il m'est arrivé de travailler sur des projets. J'ai créé un jeu de société même qui s'appelle Isolo. J'ai créé énormément de projets personnalisés. Et là, c'est là que je me suis rendu compte que j'avais une fibre créatrice, que j'avais une fibre artistique. On me l'aurait dit avant, j'aurais dit tu dis n'importe quoi. Mais quand toi-même tu arrives à sortir du néant, juste parce que tu as un projet, tu arrives à sortir, tu fais un dessin et puis que le jour où tu vois que le dessin en fait il se matérialise devant toi, comme ça a été par exemple le cas pour le projet Lissono, tu te dis oh là, damn, j'ai autant de talent que ça. Mais ça par contre c'est un truc pour par exemple faire ce que j'ai fait, c'est-à-dire créer un jeu, éditer un truc. En France, il m'aurait fallu aller des demandes d'autorisation de ceci, demandes d'autorisation de cela, de machin, et puis voilà. Et là, ça s'est fait naturellement. J'ai rencontré une cliente un jour qui m'a dit, est-ce que tu peux faire ça? J'ai proposé, j'ai dit oui, on peut. Et puis, pouf, on est allé et on a fait. Et pour justement, qui nous écoute aussi, j'aimerais bien rebondir dessus parce que on va toujours dire, moi j'adore la France, hein. Mes parents sont ici, c'est un pays d'adoption, je me sens bien en France, mais perso, ça peut paraître prétentieux, j'en sais rien, chacun le prendra comme il le sent. J'ai besoin d'avoir un impact, même au niveau, un petit niveau, j'en sais rien, un petit, voilà. Et en France, l'aspect administratif te bloque dans ça. Tu as beaucoup de choses, il y a tellement de choses qui sont déjà faites en Europe, de manière générale, même en France en particulier, puisqu'on y est. Du coup, je vois pas l'intérêt personnellement d'être entrepreneur que en France. Il y a tout qui est fait, donc au final, il vaut mieux aller dans les pays où on a l'impression que tout n'est pas encore fait, ou que même si c'est fait, c'est différent, qu'on puisse faire quelque chose de différent, pas de mieux, on n'a pas la prétention de faire mieux, mais de différent. Et c'est vrai que tu arrives, donc l'histoire que tu racontes, Chris, effectivement, on te demande, parce que les clients en général, c'est moi ce que j'ai fait au Cameroun, quand on t'identifie comme étant bonne dans un domaine en particulier, tu veux être une personne de confiance. On va te demander tout, mais absolument tout, même les trucs qui sont complètement de ton champ d'action. Et au fait, c'est là où je te rejoins à 1000%, c'est ton imagination. Si toi, tu te bloques, tu te dis, ah non, moi, je fais que de la formation, je suis que dans le numérique, donc ce que tu me demandes là, je ne sais pas faire. Du coup, non seulement tu te bloques toi-même, on va dire, dans ton imaginaire, mais en plus, tu peux faire feu le client, parce qu'un client qui te prend comme étant, expert dans tel sujet, je sais pas moi, indirectement, il te croit experte dans plein d'autres domaines. Et du coup, quand il te demande quelque chose, en général, c'est parce qu'il y a un autre ami à lui, une entreprise ou un entrepreneur qui a ce besoin-là et il te demande à toi pour aller ensuite te recommander. Et ça, c'est difficile à avoir en France. Pourquoi? Parce que t'as pas de l'administratif. Maintenant, madame, vous devez enregistrer votre entreprise dans tel domaine. Pourquoi vous allez faire autre chose? C'est pas possible. Et là, tu te dis, seriously? I mean, j'ai même pas quoi essayer, ni là c'est pas possible. Bon, ok, d'accord, merci beaucoup, au revoir. Donc Joël, à la fin de l'émission, on part bagage et on va rejoindre Chris. Voilà. Et l'autre chose aussi, si tu veux, c'est du sens. Justement, la diversité, parce qu'en fait, en creusant bien, étant donné qu'on est sur des terrains un peu vierges, tu te rends compte qu'il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été faites. Un jour, par exemple, moi, je suis à l'aéroport de Pointe-Noire, je suis en train de prendre un vol pour aller à Brazzaville, et je vois ces écrans qui affichent l'heure.
qui affiche l'horaire des vols et je me dis, mais pourquoi il n'y a pas de pub? Et là, je creuse. On m'emballe, non, c'est lui qui met, non, c'est lui qui s'occupe de la gestion des écrans, machin, etc. Et je creuse, et c'est comme ça que je commence à faire de l'affichage dynamique dans l'aéroport. Et c'est comme ça que justement, je commence à aller en Chine, à porter des bornes avec des écrans de 42 pouces, etc., etc. Donc voilà, mais ça, c'est un truc ici, quand on dit digital signage, d'abord, tous ceux qui font ça, t'as l'impression qu'ils ont un capital au secours. Et voilà. Mais après, l'autre chose après, si tu veux, pour justement donner en fait du sens à sa vie, du sens à ce qu'on est, du sens à là où on veut arriver, et par rapport aussi à cette frustration. Une fois que j'ai fini en fait quelque part je suis arrivée à peu près quelque part économiquement, et ben là tu regardes autour de toi et tu te rends compte qu'il y a des besoins partout. Contrairement en France où moi j'ai toujours voulu m'investir socialement, j'ai toujours trouvé que les MJC, excusez-moi, il y en a beaucoup qui vont hurler, avaient trop d'argent. En fait, je trouve qu'ils sont trop structurés, organisés, organisés. Je vais arriver là-bas, je vais faire quoi? Et justement, une fois que j'ai fini de m'asseoir, j'ai regardé autour de moi et là, c'est là que justement intervient maintenant le volet social. Donc, j'ai commencé par travailler avec une association qui n'existe plus, mais extraordinaire, parce qu'en fait, c'est une association, bon, bref, elle nous a ouvert tous les chemins. J'ai travaillé sur des projets absolument extraordinaires avec des gens top, et j'ai pu apprendre beaucoup de choses sur le social. Et quand cette association a arrêté de fonctionner, j'ai ouvert ma propre association, et c'est comme ça que j'ai ouvert Amis de Congo, et j'ai pu commencer à fonctionner moi-même aussi socialement pour aider, pour impacter ma communauté, mon environnement. Parce qu'il y a des moments dans certains cadres où quand vous gagnez de l'argent, je ne veux même pas dire excessivement d'argent, mais c'est quand on gagne, vous gagnez vous, c'est-à-dire que vous regardez chez vous, il y a le courant, vous regardez chez le voisin, il n'y a pas le courant. Chez vous, on mange 3 fois par jour, chez le voisin, on mange 1 fois par jour. Et très tôt, en fait, dans cet environnement-là, il faut que vous donniez un sens, non seulement justement pour se dédouaner quelque part aussi, de s'affranchir un peu de ce sentiment en fait, d'être un imposteur ou de pas être à sa place, mais parce que vous allez être utile. Mais parce que vous allez être utile. Et c'est comme ça en fait que j'ai créé Amis de Congo, qui est justement en fait la partie développement, moi qui m'aide. Même socialement, parce que contrairement à d'autres personnes, moi le matin quand je me lève, j'ai pas un chapelet de gens qui sont en train d'attendre devant moi que je les aide. Parce que quand c'est comme ça, je dis, même à mes membres de ma famille, je dis passez par l'association. Passez par l'association. Et ce volet social, il était utile pour moi et puis pérenne. Alors effectivement, au début, j'ai commencé à aller faire des dons dans des orphelinats. Bon, tu fais des dons dans des orphelinats, t'arrives, tu donnes des vêtements, mais après la suite, comment tu fais le suivi de ces enfants? Comment tu te connectes à eux? Comment tu fais ceci? Comment tu fais cela? Donc c'est là, à ce moment-là, que j'ai commencé l'entrepreneuriat social. Et contre toute attente, l'entrepreneuriat social m'a fait un bien fou. Et à matcher avec l'entrepreneuriat économique d'une manière extraordinaire. Moi, je vois parfois quand je me retrouve en France, dans des manifestations, dans des sommets, j'ai une carte avec 2 faces. La première carte, c'est mon activité entrepreneuriale Congo Web, et de l'autre côté, c'est l'activité sociale. Et ben, je peux dire, parfois, il y a des gens qui matchent plus avec l'activité sociale qu'avec mon activité économique normale. Et ça fait, je vous assure que, surtout ça, j'insiste, c'est-à-dire que vous arrivez, vous installez, vous gagnez de l'argent. Après, il faut soit vous intégrer une organisation, soit si les organisations qui sont là ne vous correspondent pas, vous créez la vôtre. Et moi, c'est ce que j'ai fait. Et je peux vous dire que chaque année, chaque Noël, chaque fête de fin d'année, pour moi, c'est toujours une épreuve de foi, et j'arrive toujours à faire des trucs extraordinaires. La première année, on a accueilli 600 enfants pour un arbre de Noël. On a fait 100 kits aux personnes âgées, etc. Mais tout ça avec une grande fatigue, hein, et pas d'argent. Et quand tu finis, tu es tellement bien dans ta peau. Surtout l'année dernière, est-ce que vous vous rendez compte, non, ça fait 3 ans qu'on donne en fait des kits alimentaires à des personnes handicapées en fin d'année. Et l'année dernière, il y a une dame, quand on est arrivé, elle était âgée, elle était enfermée dans sa maison. Elle ouvre la porte, et vous savez, on est le 31 décembre, et elle nous dit, les enfants, je vous attendais. Elle me dit,
Et nous on arrive, hein, pourtant c'est pas ce qu'il y a, en général on met un truc de poisson salé, de poulet, du riz, de l'huile, des tomates dans un seau. Mais elle nous dit, vous savez les enfants, je vous attendais. Et quand on part de là, quand on fait cette action-là, on repart avec plein de bénédictions. Et ça nous encense pour l'avenir, pour l'année à venir. Donc en fait, ça c'est le volet social, le volet entrepreneurial où j'ai vraiment pu m'épanouir en ayant d'autres activités. Mais l'autre chose aussi, pourquoi j'ai pu tenir, et ça c'est important aussi, c'est parce que je me suis bien rendu compte que j'étais hors des clous depuis très longtemps, mais surtout c'est la formation continue. La formation continue. Moi, aujourd'hui, j'ai un 2SS en commerce international et management interculturel. Pourtant, je gère une agence de conseil en communication. Il n'y a pas longtemps, en rangeant mes affaires, quand je faisais mes premiers dossiers, mes premières propositions, j'ai retrouvé les livres qui m'ont aidé justement à avancer dans la boîte à outils du DIRCOM, etc., et tout ça. Donc c'est important. C'est vrai que c'est pas une question d'arriver et de faire vraiment l'aventurier, le badass, tout, mais il faut le faire vraiment. Vous avez le temps d'apprendre pour pouvoir bien faire. Et après, il suffit pas de bien faire, il faut faire du mieux qu'il est possible de faire. Et c'est là après où je passe encore à une autre étape aussi que les gens ils oublient. Quand ils arrivent à faire de l'entrepreneuriat en Afrique, parce que je me rends compte que les gens n'ont pas un degré d'exigence et d'importance. Et ça, des fois, ça met... En fait, il vous suffit pas de faire, de bien faire, il faut juste faire. Et c'est là que je me prends la tête parfois avec certains de mes collaborateurs. Je dis non, il faut pas juste faire, il faut bien faire. À quel niveau je place la barre? Et moi, dans ce que je fais, mes standards ont toujours été des standards européens, voire américains. Et ça m'a permis justement de rebondir à chaque fois qu'il y a eu des crises, à chaque fois que j'ai eu des difficultés dans mon entreprise. Parce que là, tout à l'heure, je vous ai dit que par exemple, j'avais ouvert une régie publicitaire sur écran dynamique, digitaux et tout ça. Mais il faut dire que des ans après, eh ben, on m'a squeezé le marché. 60% de mon chiffre d'affaires, il est parti le même jour. On fait comment tu rentres à la maison quand tu as ce genre de choses? Oui, mais c'est parce que d'abord je m'étais diversifiée et puis il y avait des choses que j'avais commencé à faire et à bien faire. Et c'est là que l'Union européenne me contacte pour un marché sur un projet qui m'a permis de faire un peu le joint avec cette période où je perds ce marché. Alors attends, justement, parce que là, il me vient une question, justement, t'avances un point. Est-ce que, comme tu connais l'écosystème, en tout cas du Congo et de tous les pays par lesquels tu es passé, est-ce que en tant que RIPAT, tu peux faire uniquement? Tu m'entends plus? Un peu, Joël. Est-ce qu'en tant qu'expat, en tant que RIPAT, pardon? Est-ce qu'en tant que RIPAT, tu peux faire uniquement de l'argent sur le continent ou est-ce que tu es obligé, quelque part, de faire les liens économiques avec l'Europe ou les États-Unis? Ou est-ce que tu peux rencontrer ta fortune, ta réussite uniquement avec des clients locaux, en tout cas qui sont sur le continent, sans jamais toucher au reste du monde? Alors, là, la fin de ta question a été hyper ribotisée. Linda, chez toi, c'est mieux ou Je pense savoir. Alors, en gros, elle demande si le fait d'être reparti sur le continent, au Congo, est-ce que tu as diversifié est-ce que le fait de diversifier justement ses clients en dehors du Congo, ça permet de tenir, ou est-ce que tu peux tenir ton activité avec uniquement des clients congolais? Ça, en gros, Joël. Congolais ou du continent? Est-ce qu'on est obligé d'aller tirer un peu des styles économiques sur le territoire européen ou aux États-Unis? Parce que vraiment, si tu es RIPAT, tu penses que tu peux faire ta réussite uniquement sur le continent, avec des clients du continent? On peut faire sa réussite uniquement sur le continent et avec des clients du continent, parce que maintenant l'Afrique, il y a un marché interne qui est extraordinaire. Ça peut être régional, hein. Maintenant, je pense aussi que l'autre malédiction justement de l'Afrique, ça c'est un truc aussi sur lequel il faut qu'on ait vraiment une approche globale, c'est qu'on est complètement enclavé. Il y a des zones. Et sortir de ces zones-là, ça devient toujours très difficile. Mais l'Afrique est autonome, autosuffisante.
on a une élite africaine maintenant qui a les moyens de consommer. On a des marchés internes aussi qui sont importants, qui peuvent contenir, qui peuvent avoir un certain pouvoir d'achat. D'accord. Maintenant, moi, quand on va me parler du Congo, bon, le Congo, ceux qui ont le pouvoir d'achat, bon, bref, on n'est pas là pour ça. Mais il y a des pays où tu as vraiment une réelle classe moyenne. Je pense notamment à la Côte d'Ivoire. Il y a des pays où on n'aura pas vraiment une réelle classe moyenne, mais ça fera que le nombre d'habitants vont pouvoir te rehausser et pouvoir te permettre de faire des choses extraordinaires. Je parle notamment de la RDC. Tu sais qu'à Kinshasa, même un conteneur de fourchettes, tu vas vendre. Je dis bien, même un conteneur de fourchettes. Même un conteneur de verre, tu vas vendre. Et les gars, en plus de ça, ce sont des bricoleurs. Ils te refont la mécanique de toutes les voitures, etc., etc. Donc, il y a, tu vois, par exemple, de par le nombre, il y a un réel marché. Le Cameroun aussi, il y a un réel marché au Cameroun aussi, où ils ont déjà, eux, pas mal développé, notamment l'agroalimentaire. Et du coup, eux, ils vendent en fait dans toute la sous-région. Par exemple, une boîte comme Chococam. Nous, le chocolat que je consomme à Pointe-Noire, c'est un chocolat qui vient du Cameroun. C'est pas vrai. Oui. Le Chococam, oui. Le Congo, c'est pas vrai. Le chocolat Bambo que l'on consomme au Cameroun, au Congo, il vient du Cameroun. Mais attends, Linda. Mais j'étais jeune. Moi, j'étais Congo. Attends, mais je t'explique. Le Congo, aujourd'hui, c'est 80% des biens importés. Encore 80%, je suis contente. Les slogans que tu as laissés quand on disait autosuffisance alimentaire d'ici l'an 2000, on les a jamais atteints. Mais aujourd'hui, mais même le haricot, même l'oignon, même l'ail est importé. Et ça vient souvent de chez vous, surtout le haricot, les graines, les ceci, les cela. Ça vient du Cameroun. Ça vient du Cameroun. Donc, il y a vraiment, il y aurait, en fait, l'autre malédiction aussi où je pense que l'on a au niveau de l'Afrique, c'est on n'a pas l'intégration régionale, notamment nous en Afrique centrale, parce que je pense que si on pouvait vraiment bien voyager entre la RDC, entre le Cameroun, entre le Gabon, etc., on n'aurait pas besoin de l'extérieur. Maman, quand tu vas aller à Kinshasa, c'est un parcours du combattant. Quand je vais aller à Douala, mon billet me coûte 186 ou 200 000 francs. Mais est-ce que, j'ai une question du coup, est-ce que, au-delà du coût du billet, effectivement, qui n'est pas donné à tout le monde, le fait que la CEMAC est, enfin, en tout cas officiellement, la pratique, je sais pas, je ne suis pas sur place, le fait que le passeport camerounais, le passeport congolais plutôt, te permet de voyager dans les pays de la CEMAC sans visa, ça n'a pas ouvert justement cet élan d'inter-business entre les pays membres de la CEMAC. Est-ce que non, ça a ouvert, c'est beaucoup plus facile. Si tu veux, ça te fait une formalité en moins. Par exemple, il n'y a pas longtemps, je suis allée à Douala pour prendre note. Ça te fait une formalité en moins, mais c'est toujours très pénible d'arriver, d'aller à Kinshasa quand t'es congolais, quand t'es gabonais en fait. Mais bon, t'as pas que le prix du billet derrière. En fait, moi, ce que j'aurais voulu vraiment, c'est que déjà, tu as des routes. Le transport routier aurait plus développé. Le transport aérien aussi, mais ça reste toujours une misère. Ça reste toujours une misère. Moi, quand la dernière fois, je suis partie à Abidjan, Pointe-Noire, Abidjan, 564 000 francs. Donc après, il y a des gens qui s'étonnent que moi, quand je suis à Paris, je préfère aller à Abidjan que de retourner chez moi, machin. Non, on a ce problème vraiment. L'Afrique, pour qu'elle se développe, et ça doit être une réelle réflexion au sein des diasporas. Il faut qu'on favorise l'intégration régionale, l'intégration continentale, la réelle circulation des personnes. Parce qu'en fait, si tu veux, notre Afrique, elle est clivée, elle est partagée. Donc c'est vrai qu'on aura l'Afrique centrale. Après, par contre, là où ça se passe plutôt bien, c'est du côté de chez Joël, la CEDEAO, qui est un espace extraordinaire. Moi, quand je fais Ouaga, Abidjan, Ankara, et que ça me revient à peu près à 90 000, 100 000 francs, je trouve ça top. Bah ouais. Je peux aussi aller à Cotonou, je peux aussi aller à Niamey, je peux aller au Ghana, voilà. Dans cet espace-là, en tout cas, la libre circulation des biens et des personnes, elle est effective. Pourquoi? Parce que c'est surtout principalement
routier. Il y a un système routier qui a été développé, il y a un réseau routier qui a été développé et qui est absolument extraordinaire. Mais nous, en Afrique centrale, on a, voilà, ça. Maintenant, en Afrique australe, de l'autre côté, on aura une autre réalité et l'Afrique du Sud encore, ça sera encore autre chose. Mais c'est vraiment quelque chose qu'il faut tenir, qu'il faut garder à l'esprit. Tu abordes, vas-y Linda. Et s'il y avait un pays, là, tout à l'heure, je lis les questions parce que sur le social de Focus, il y a Karl et Perle qui sont connectés. Il y a Perle qui nous demande à toutes les deux, surtout à Chris, vous parlez d'appel du cœur. Est-ce que c'est par rapport à un besoin de construire quelque chose pour vous, pour nous en Afrique, ou c'était juste l'envie de faire, avancer le continent? Grosso modo, c'était ça. Ta question, je pense que je pense que je suis vraiment passée par l'appel du cœur et puis mes déboires un peu sur place ou pour me dire bon, je suis pas allée à la fac pendant 6 ans, c'est-à-dire liberté, égalité, fraternité. Je suis pas allée à la fac pendant 6 ans, avoir un bac plus 6 pour me voir proposer un emploi de secrétaire trilingue. Ok. Donc moi, j'estime que dans mon cas, quand je repars, pour moi, le pacte républicain n'a pas marché. Parce que le pacte républicain, c'était quoi? C'était je vais aller à l'université, je fais des hautes études et quand je sors de là, j'ai un poste de cadre ou un poste que j'estime être à ma hauteur. Mais là, les gars, ils m'ont dit non, madame. Ils m'ont dit non. Si tu veux travailler avec tes diplômes et être cadre, on te paye le SMIC. Et si tu veux avoir un salaire, de cadre, mais tu restes secrétaire trilingue parce que tu es très bien dans ce que tu fais en termes de secrétaire trilingue. Et à moi de dire, mais secrétaire trilingue, je l'ai fait pour payer mes études. Maintenant que j'ai fini mes études, j'aspire à mieux et je vaux mieux. Et c'est là, dans ce cas-là, qu'il y a eu, en fait, il y a eu cette, je dirais aussi, frustration. Il y a eu des échecs, il y a eu des machins, mais ça, c'était aussi le cas où de dire, moi, je pensais que je vivais quelque part un truc qui n'était pas juste et que je méritais d'avoir un poste de cadre parce que je m'étais échiné le pantalon sur les bancs de l'université pendant 6 ans. Mais donc, oui. Pardon, excuse-moi, Chris. Je pense à quelque chose. Est-ce que quelque part, française et d'avoir quand même ce passeport qui peut est-ce que vraiment, là vraiment je fais l'avocat du diable, est-ce qu'on est vraiment aventurière je pense que c'est un bien si facilement parce que qui te garantit une sécurité. Ta voix, elle s'est robotisée. J'ai juste entendu le terme aventurière. Joël, mais on a compris la question. Moi, je n'ai pas compris. Je vais poser une petite question qui pique. Tu m'entends mieux? Je disais, pour détruire un peu et faire un peu le on a quand même le passeport qui nous ouvre. Il y avait une étude qui est sortie récemment. C'est ça qui t'ouvre le plus de portes de pays. Donc, est-ce que quelque part, on a un confort de se dire, ça ne peut pas tirer le passeport entre guillemets en main, je peux revenir, je peux aller quand je veux. Voilà, j'ai entendu globalement, donc c'est par rapport, je pense, à la nationalité française que tu parles, et par rapport à ça, est-ce que je suis vraiment aventurière? Voilà. Écoute, je pense que mon sentiment de reconnaissance et de gratitude, et même parfois mon sentiment aussi de le syndrome de l'imposteur, aussi du fait que j'ai ce passeport-là, et c'est pour ça que je m'investis beaucoup dans la société civile. C'est-à-dire que moi, je suis quelqu'un, quelque part, aujourd'hui, j'ai rien demandé. Je suis née en France, j'ai eu des parents extraordinaires, j'ai eu des chances, des opportunités que d'autres personnes n'ont pas eues. Et c'est peut-être aussi ce qui a favorisé, en plus du reste, mon implication. Maintenant, de savoir, tu veux que je te dise un truc? Pour moi, être congolaise aujourd'hui, être franco-congolaise, l'un des seuls avantages que j'ai vu, c'était juste la grosse fête chez l'ambassadeur le 14 juillet, où tu allais manger à l'œil parce que tu rentrais avec ton passeport.
Un peu. Est-ce que ça m'a donné un peu de réseau? Oui, ça peut éventuellement te donner un peu de réseau, un peu de relation. Ouais. Mais honnêtement, là, en termes de crise sanitaire, moi, j'ai pas vu vraiment l'avantage d'être français. C'était quoi? Ah oui, ça fait que les informations, certaines informations avant les autres, tu as l'impression de faire partie d'une communauté. Tu te dis qu'effectivement, tu peux aller rebondir. Oui. Mais le truc aussi qu'il faut pas oublier, c'est que moi, je connais quelques repats aussi. Avant de partir, ils se sont cramés. Ouais. Ils ont fait CTLM, ils ont fait Sofinco, ils ont fait les crédits. Ah ouais. Tac, il ne peut pas revenir comme ça. Donc, ouais, je vois. C'est impossible de revenir. Ouais. Tu vois? Mais est-ce que, oui, je veux dire, mais tu sais, aujourd'hui, je pense qu'il faut toujours avoir des plans B, des plans C. Et je pense que, surtout au Congo, il vaut mieux avoir autant de plans qu'il y a de lettres dans l'alphabet. Ah non, mais je te jure. Ça me fait, tu sais ce que tu me dis là, ça me remet en fait, ce qui est bien avec, entre guillemets, l'échec, parce que moi je considère pas que ça existe, j'apprends ça juste les expériences dures de l'entrepreneur qu'on essaie d'être ou qu'on est. Avec du recul, je me serais filé des baffes toute seule. Parce qu'au Cameroun, quand on est parti, les plans B, les plans Z, les plans F, les plans, on les avait. Je pense que l'erreur qu'on a commise, une des erreurs qu'on a commises, c'est de pouvoir faire les plans B là à la suite. Plan B, plan Z, plan Z. Tu vois ce que je veux dire? Quand je repartirai, je ne sais pas quand, bientôt j'espère, je touche du bois. Les plans B, Z, Y, A, C, D là, je vais les faire en même temps. Faut pas il n'y a pas d'ordre. Tu gères, il faut gérer. Un truc. No way. Pour ceux qui nous écoutent, qui veulent repartir sur le continent africain, vous avez un projet bien précis, c'est mon petit conseil si je peux me permettre. Vous avez un projet bien précis, ok. Mettez-vous-y à fond sur soi, à 60% dessus. Les 40% qui restent là, mettez 10% dans le plan B, mettez 10% dans le plan F, mettez 5% dans le plan Z, mettez 50%. Faites en sorte que vos cartes là, elles soient réparties sur 5, 6, 7 plans en même temps. En France, on va dire, mais non, mais t'es instable, non, mais non, c'est vrai. Tu vas avancer jusqu'au bout de la chose. Au pays, c'est pas ça. Franchement, c'est ça, c'est pour la France. Tu fais mais c'est bien. C'est vrai. Au Congo, là, au Cameroun, je parle du Cameroun, il faut faire ça en même temps parce que tu sais pas ce que tu peux donner en premier. Si les 10% où tu as mis là te donnent 100%, ça va permettre que les 5% ou les 60% là bénéficient d'un peu. Donc, ça, c'est des choses qu'avec du recul, qu'on aurait dû faire. Mais non. Mais comme on ne le savait pas, après tout, voilà, on n'a pas eu la chance d'avoir peut-être des émissions comme The Focus avec Chris pour parler justement de ça. Si la Linda ou le Carl ou la Chris d'il y a 5 ans avait entendu ça, moi perso j'aurais fait autrement et si ça se trouve j'aurais pas été là aujourd'hui. Mais bon bref, ça c'est une petite parenthèse. Chris est vraiment passé maître dans l'art de gérer les imprévus. Voilà, mais tu sais quand on rentre quand même, moi j'ai quand même 3 petites boutiques en location que j'ai commencé à investir d'ici. Alors ça aussi c'est un autre problème. On va faire une émission dessus. Nous on aime notre pays, vous pouvez pas savoir. Mais les gens là-bas aussi vous aiment, mais pas pour les mêmes raisons que vous les aimez. Ah, ça. Je comprends. Donc, mon bon gré, mal gré, j'avais quand même réussi. Parce qu'en fait, là où je dis que j'ouvre ma boutique de fringues, en fait, c'est chez moi. Mais ça, c'est des trucs où c'était des investissements qu'on avait fait un peu en dents de scie, etc., etc. Mais là, j'ai vraiment vu. Mais quand je suis arrivée sur place, ça m'a vraiment aidé. Ça m'a vraiment aidé, ça m'a vraiment permis d'avoir un bas de laine. Donc en fait, honnêtement, moi, quand on est arrivé, on avait 1, 2, 3, j'avais au moins 4 idées de business. Et j'avais au moins 4 idées de business, 3 ou 4 sources d'entrée d'argent différentes pour justement faire face à tout ce qui s'est passé, quoi. Ah, il y a une question de Carl. Pardon, vas-y Joël. Non, pour résumer, au début, tu as commencé par me dire je suis parti avec 3 000 € et un conteneur. Mais quand on t'écoute, on voit bien que tu es parti avec bien plus que ça, pas tellement en termes d'argent, mais en termes d'idées. Je veux dire que tu étais chargé, le sac à dos était chargé. Il y avait, financièrement, tu n'avais que 3 000 €, mais quand même, on voit bien que c'est bien d'avoir cette discussion parce que les gens pourraient se dire ah, moi aussi. Si les 3 000 €, tu vas même les mettre dans un conteneur quand je parle. Elle est avec la petite idée.
Donc ça, c'est important c'est vrai. Oui, voilà. En fait, c'est de l'organisation. C'est-à-dire de l'organisation, c'est de la planification. Partir, ça se prépare. Et ça se prépare pas forcément l'année avant. Ça peut prendre 2 ans, 3 ans. Mais je pense que de toute façon, aujourd'hui, pour avoir entre guillemets même une gestion saine, il est important de diversifier ses sources d'argent. Et pourquoi pas, et ses sources d'argent et ses sources d'investissement. Et pourquoi pas les faire chez soi. C'est vrai. Pourquoi pas les faire chez soi. Moi, c'est vrai que c'est quelque chose que j'avais commencé, mais si tu veux, honnêtement, j'ai pas remis, en fait, là, c'est quand tu parles que je comprends, mais j'ai pas forcément remis toutes les cases en même temps, dans le même sens. Si tu veux, moi, quand je suis partie, à la rigueur, l'argent des petits locataires que j'avais, c'était l'argent qui allait sur un compte, mais je m'étais pas dit qu'on allait manger avec ça. Parce que sinon, ça allait être pire. Tu comprends? Si j'avais compté sur cet argent-là, ça veut pas dire que cet argent-là, il m'a pas aidé. Cet argent, il m'a aidé par la suite, oui, et beaucoup même. Mais si j'étais partie en me disant, bon, je vais aller là-bas, j'ai la boutique, après j'ai l'argent des locataires, après j'attends, hey, ça va être compliqué. Il y a une question sur le réseau qui demande quelle est la place du réseau dans le business, du coup. Une question qui pique. Tout à l'heure, de réseau, justement, Chris, le réseau peut-être francophone, ou français sur place. Est-ce que du coup, ça a eu une place particulière dans ton business aujourd'hui? Écoute, moi, si tu veux, d'abord, je suis pas très dans les grands groupes. Moi, quand il y a trop de personnes, je me sens pas très bien. Donc, moi, j'ai choisi plutôt, pour m'implanter, j'ai choisi plutôt de faire des choses différemment, des choses qu'on ne fait pas sur place. Je vais créer ma valeur ajoutée comme ça, en fait. D'arriver toujours dans la nouveauté, dans l'innovation, à un certain niveau, etc. Et c'est pour ça que justement, je me suis après j'ai repris mon côté création de site internet pour en faire autre chose. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les gens me connaissent plus comme maman digitale que à la base. Le réseau, oui, il est important, mais en fait, je dirais c'est le prix du réseau. Et moi, il y a des prix que j'ai pas envie, il y a des prix que j'ai pas envie de payer. Et il y a aussi une certaine indépendance aussi que j'ai envie de garder. Effectivement, vous avez des grosses organisations dont je tairai les noms ici, qui sont vraiment présentes et qui aplanissent beaucoup de chemins, mais le coût à payer derrière ne m'intéresse pas. Et puis j'ai pas envie. Je l'ai fait pendant un moment et puis moi je suis pas douée pour prêter allégeance, quoi. Je sais faire les retours d'ascenseur, c'est nécessaire, mais je ne prête pas allégeance. Je suis pas le valet et je fais pas partie de la cour des gens. Rien qu'en disant ça, Linda, toi tu comprends. Voilà. Je suis pas votre valet, je suis pas membre de la cour. Moi, je vous mets un truc. Tu me diras, j'ai une question, Chris, si tu me permets, et tu me diras ce que tu en penses. Moi, je pense que c'est très riche ce qu'on en vit parce que le fait d'être franco-congolaise et de voir dans autant de pays d'Afrique, mais pas que, aller jusqu'en Chine, tout ça. Moi, je trouve que c'est important de diversifier le réseau. Le réseau, quand on entend le vrai réseau, c'est à travers ton travail, que tu as pu faire et que les clients voient que, voilà, au-delà de, il y a quand même se connecter avec des gens, oui. Voilà. Oui. Mais le problème, Linda, oui. Ça va marcher en Côte d'Ivoire, mais au Congo, ça ne marche pas. Et je vais te dire un truc. Aujourd'hui, on va se dire, surtout avec la crise, là, c'est devenu terrible. Il y a le réseau politique, le réseau familial, le clan, le réseau associatif, le réseau religieux. Ce sont à peu près, c'est-à-dire que celles qui ont vraiment de l'impact aujourd'hui, c'est ça. Maintenant, le reste, là, quand tu es assis entre deux chaises, c'est très compliqué. Mais sinon, après, tu as le réseau, c'est-à-dire que moi, aujourd'hui, par exemple, après ça, tu as le réseau que tu te fais à l'étranger. Tu as le réseau, après, que moi, j'ai fait grandir, par exemple, dans le numérique, où je me suis connectée avec des personnes. Mais ça, en fait, c'est toi qui le crées. Ce que je veux dire, c'est que ces réseaux-là qui sont déjà existants, si tu peux aller te greffer dessus. Il y a des gens à qui ça réussit très bien, mais moi, ça correspondait pas à ma personnalité. J'ai eu besoin de créer moi-même mes propres choses, mais d'avoir mes propres gens et de créer moi-même mon propre écosystème. Voilà le nom. Les filles, disons les choses pour les auditeurs et les auditeurs qui nous écoutent. D'où le résultat aujourd'hui. On est sur la même longueur d'onde.
On n'est pas justement de rentrer dans un réseau existant parce qu'on ne sait pas ce qui s'y passe, on ne connaît pas l'historique. Non. Tu parles de prêter allégeance, on se comprend. On est vraiment dans la logique de créer son propre réseau à travers sa personnalité, à travers son expertise, le résultat de son travail. Et on est même la preuve vivante. Pour ceux qui nous écoutent, on ne s'est jamais rencontrés physiquement toutes les trois. Jamais. Non, mais Joël, oui. Moi j'ai vu, Chris et moi on s'est vu. J'ai eu la chance de la avant les histoires de Covid, on a passé un moment extraordinaire. Enfin, oui. Voilà. Donc, mais c'est vrai, réseau. Et du coup, pour rebondir sur ma question, Joël étant de la Côte d'Ivoire, toi et moi étant du Congo, moi étant partie longtemps au Cameroun sur place, j'ai aussi mon petit réseau là-bas. C'est là où je veux en venir. On a la chance, on a la bénédiction d'être sur un continent, de venir d'un continent. Il y a une cinquantaine de pays où après il y a plusieurs africanités, on est d'accord, et selon les cultures ça change. Mais c'est ça, je parle de cette force du réseau-là, de mettre ensemble ces réseaux-là. Moi, le Congo, encore une fois, au risque de choquer les Congolais, je suis désolée, moi je connais pas bien le Congo, on parle d'un pays d'Afrique qu'il faut repartir, je ne pense pas au Congo parce que déjà on mange pas très bien, enfin quand tu manges pas très bien, c'est cher. Pardon, on part pas là-bas parce qu'après on va nous choquer. Elle va nous déclencher la guerre, elle va nous déclencher des guerres. Je suis au Cameroun, écoutez bien ici, je suis au Cameroun. Très bien. Cameroun, je mange très bien. Je mange extrêmement bien. Je ne vais pas des gros restaurants, hein. Même les tournes d'eau, je mange extrêmement bien. Au Congo, on m'a dit avec 5 000 francs, tu ne manges pas toute seule, hein. Enfin, tu manges seule à la limite. Au Cameroun, avec 5 000, je suis une pacha. J'invite 2-3 potes, on se met au tourne d'eau et j'ai encore de l'argent pour prendre mon transport et du jus. Au Congo, je ne peux pas. Moi, j'aime manger. Je vais faire on va couper son micro avant qu'elle nous déclenche des guerres. Non, par contre, alors, là où je vois, par exemple, le coût de la vie entre le Cameroun et le Congo et même la Côte d'Ivoire, c'est au niveau du personnel. Alors, bon, il faut dire les choses. Bon, c'est vrai qu'ici, il y a 2-3 trucs qui sont pas très bien passés. L'une des choses aussi qui a fait que je veuille rentrer aussi, c'est pouvoir élever mes enfants en Afrique pour avoir de l'aide. Et ce que je voulais pas, c'était qu'ils respirent les pots d'échappement des voitures quand ils sont assis dans les poussettes là. Je ne voulais pas. Je voulais de l'espace et je voulais être une maman épanouie. Autrement dit épanouie. Pour ça, fallait avoir une nounou. Et j'avais commencé déjà ce régime là en France et j'avais plus les moyens de le faire. C'est une des raisons aussi pour lesquelles on est parti. Parce que quand tu gagnes 1 500 € et que ta nounou prend 1 100 € sur ton salaire, maman, tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait. Et justement, pour revenir un peu au coût de la vie, alors, donc du coup, ce qui est bien, c'est que tu es aidé, tu peux avoir une ménagère, tu peux avoir une nounou, mais pour le coût de une ménagère, une nounou, un chauffeur, des gardiens, ça revient à peu près à 800 €. À 5 personnes qui sont pour le personnel de maison. Au Congo, c'est extrêmement cher. Parce que moi, je sais que par exemple, ma cuisinière ménagère bon, bref, elle te prend 80 000 francs par mois. Bon, là aussi, hein, les puristes qui sont là, qui vont s'offusquer, oui, vous exploitez le personnel, le SMIC, c'est 49 000, hein, merci. Ok. Donc, c'est pas moi qui fais les lois. Donc, du coup, mais par contre, la ménagère que moi je paye 80 000 à Pointe-Noire, Congo-Brazza, elle va coûter 50 000 à Douala, et elle peut revenir à 40 000, 35 000 en Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, et idem par exemple pour les chauffeurs, les chauffeurs de voitures. T'as un chauffeur ici, il va te coûter entre 120 et 130. Au Cameroun, il faut compter entre 80 et 90, et encore, il est super bien payé. Donc ça aussi, oui, au niveau qualité, la qualité de vie qu'on peut en avoir en Afrique, c'est ça. C'est-à-dire que vous êtes aidé pour élever vos enfants. Du coup, c'est plus entre guillemets, je vais pas dire une corvée, mais c'est plus quelque chose de négatif. Moi, le truc que je ne voulais pas quand je suis devenue aussi maman, c'est d'avoir à choisir entre son travail et son enfant. Tu dois aller travailler, tu prends la température de l'enfant, ça chauffe. Qu'est-ce que je fais?
dans le doute, je le mets à la crèche, mais si je reste à la maison, mais si je reste à la maison, c'est des problèmes avec le boulot, etc., etc. Et moi, j'avoue, la grande chance que j'ai eue en vivant en Afrique, c'est que je n'ai jamais eu à connaître ça. Parce qu'il y a toujours quelqu'un pour rester avec l'enfant à la maison. Et du coup, moi, ça me permet de vaquer tranquillement à mes occupations et même de voyager. Parce que, notamment en Côte d'Ivoire, ce qu'il faut dire, c'est que les ménagères, vous là-bas, vous avez une culture déjà du personnel de maison qui est beaucoup plus développée qu'on peut l'avoir chez nous en Afrique centrale. Mais souvent, les dames de ménage, elles restent dormir à la maison. Ah oui, oui. Mais c'est un aspect que tu évoques qui est très bien parce qu'on n'y pense pas quand on pense à repartir travailler ou créer son entreprise en Afrique. On parle vraiment de l'économie, mais de la qualité de vie. Les gens ont peur de la qualité de vie, mais honnêtement, moi, tu vois, je sais pas comme vous, j'ai pas grandi ou habité, mais ne serait-ce que les vacances, c'est très très difficile, et encore plus depuis que je suis devenue maman, de revenir à chaque fois à Paris, tu quittes une qualité de vie qui est extraordinaire quand tu arrives dans ta famille là-bas. Il y a effectivement, comme tu le dis, les aides ménagères, comme on dit ici en France, qui dorment à la maison, qui s'occupent des enfants, de la nourriture. Et quand tu vois, quand je vois ma cousine qui rentre du travail, et tout est fait, les enfants sont lavés, le repas est sur la table, la table est servie. Mais toi-même, tu vis en France, tu crois que tu es tellement bien. Quand tu regardes pourquoi ça se tord. Parce que tu sais que là, quand tu vas rentrer chez toi, c'est toi qui vas faire ton propre ménage, aller chercher des enfants, essayer de tenir la lumière, etc. Donc, madame rentre et tout est fait. Donc, c'est quand même, c'est vraiment un aspect que tu évoques, il faut le dire quand même. Tout est fait, et parfois même, moi-même j'exagère, même sortir le sac à main de la voiture, quand je rentre le soir, parfois j'arrive pas. C'est parce que quand je rentre, ma route est tellement déglinguée, non, il faut savoir que nous, on a une route de brousse dans la ville. Quand tu rentres là, tes fesses sont tellement tapées partout, et pendant ça, tu essaies de régler tes rendez-vous au téléphone. Donc du coup, quand tu arrives là, tu es tellement cassé. Tu vois seulement le gardien, tu dis, papa, pardon, prends seulement le téléphone, le sac dans la voiture, emmène-le-moi dans la maison, c'est la totale. Et quand ils sont super sympas, il y en a même, et tout, ils te voient arriver avec les talons, ils ont même déjà les sandales qui sont prêtes. En tout cas. En fait, c'est beau parce que, pour avoir aussi connu ça, on voit tout dans les médias, on dépeint une image du continent, des pays d'Afrique qui étaient les cafards, les moustiques, les machins, et c'est même rentré dans la tête de certains Africains. Je ne vais pas juger, chacun son truc. Moi, je pense que quand on sait ce qu'on veut avoir comme vie, quelle vie on veut avoir, après on ne se plaint pas. Il y a des bons et mauvais côtés partout. Hein. Ok, c'est agréable, tu vois, mais je suis désolée, au Cameroun, il y a les cafards aussi. En France, il y a les cafards et les moustiques. Chez toi, si tu n'es pas du genre à laisser traîner de la bouffe, tu n'auras pas de cafards. En France, c'est pareil. Donc, pourquoi mettre tout de suite, ah, mais l'Afrique, ah, mais la chaleur. Moi, je suis à Pau, excusez-moi, à Pau, il fait 35 degrés parfois, on crève de chaud, hein, au point comment faire pour dormir. C'est pareil, tu mets la clim, comme au pays. Donc, je crois que je trouve ça justement beau, le média qu'on essaie de faire et d'être, de pouvoir donner les choses comme elles le sont, comme on les a vécues, les retours d'expérience. On n'est pas là pour dire si c'est bien ou si c'est pas bien. On parle de ce qu'on a vécu et c'est eux qui nous écoutent. Et l'autre chose aussi, Linda, tu n'es jamais seule. Aussi, c'est vrai. Seule. Aussi. Je me souviens d'une période où quand j'habitais toute seule à Paris dans le 18e, où quand j'avais la grippe, j'étais malade, mais malade à crever, malade comme un chien. J'étais toute seule dans mon studio et mes parents habitaient en Bretagne. Mais j'étais obligée de descendre acheter mes médicaments moi-même et de faire mes courses moi-même. Et ces sentiments de solitude là, les temps que j'ai habité en Afrique, avec ces hauts et ces bas, je n'ai jamais senti. Tu auras toujours quelqu'un devant toi. Effectivement, tu as du personnel de maison. Mais tu as toujours une nièce ou une cousine que qui sort de je ne sais où. Toi-même, l'arbre généalogique, tu as renoncé à trop comprendre comment ça se passe. Et tu as un problème, tu appelles la doyenne de la famille, le lendemain on t'envoie quelqu'un. Le lendemain on t'envoie, tu as un problème, tu appelles la doyenne de la famille, le lendemain on t'envoie quelqu'un. Tu n'es jamais
seul. Ça, c'est le réseau familial. Et là aussi, le réseau familial, c'est un réseau aussi à double tranchant où il faut pas aller non plus pour dire ma famille, parce que vous allez avoir des arnaques. Je ne dis pas quoi. Et on doit à la fois savoir se protéger, savoir se prémunir, savoir aimer les gens. Pourquoi? Parce qu'en fait, les gens, ils arrivent, quand ils vous voient arriver, ils se disent que vous êtes les grands nababs, que vous arrivez. Parce qu'en fait, moi, dans le cas de mon oncle, il s'est dit quoi? Il s'est dit non, ma nièce rentre, elle vient ici avec son mari blanc, ils ont plein d'argent, moi aussi, je dois prendre ma part. Oui, c'est ça. Il se dit, moi aussi, je dois prendre ma part. Donc, il y a toujours cette ambivalence là. Et puis, il y a aussi tout le côté social que j'ai découvert. Moi, je dis que j'étais pas quelqu'un de très sociable, mais il y a des choses qui m'ont fait grandir, qui m'ont fait mûrir. Par exemple, aller à des veillées, aller à des enterrements, des naissances, des mariages, tout le folklore qu'on a dedans, tout ça en fait, parce que toute cette c'est ça aussi l'Afrique qui est beau, tout cet amour, tout ça aussi, et ça aussi c'est important, la richesse des rapports humains. Alors moi je vais vous raconter une histoire. Je crois que j'ai eu pendant 4 ans, 5 ans, j'avais la même femme de ménage, fameuse cuisinière là, mais je vous assure que laissez tomber quoi, la qualité du boulot, il y a des fois quand j'arrive à table, je fais je viens me décourager. Mais pendant très longtemps, cette dame-là, je la prenais de haut. Bah effectivement, je suis sa patronne, elle c'est ma cuisinière. Et il s'est passé un truc un jour, j'ai perdu la grande sœur de ma mère qui est décédée, donc ma tante. Et donc il y a eu tout un folklore là-dessus où en fait quelque part, bon moi je suis la seule fille, je suis l'aînée, j'étais le seul enfant à proximité, donc en fait j'ai un peu porté avec mon autre tante la veillée, la manifestation. Donc là effectivement tu dois récolter les cotisations, tous les soirs tu dois dormir à la veillée, etc. Donc t'as pas le temps de penser un peu à la personne, t'as ta vie à gérer, t'as quand même les enfants, ou même s'il y a des gens qui s'occupent de là, mais toi tu t'occupes toujours de la partie éducative, parce que c'est ça le truc qu'il faut pas oublier. La ménagère elle est là, elle lave ton enfant, mais l'éducation c'est toi, ce qui doit rentrer dans la tête de l'enfant là c'est toi. Donc, du coup, si tu veux, je me retrouve un peu dans cette période-là où, bon, on a un décès, on a un truc, donc c'est très difficile, c'est une période assez émotive, assez difficile émotionnellement. Et ce qui s'est passé, en fait, c'est que, bon, j'ai plus ou moins évité la veillée, en fait, je sais pas comment j'ai fait, et puis le dernier jour, en fait, j'arrive 1 heure avant la levée de corps, j'arrive sur le lieu de la veillée, et là, en fait, il se passe un truc extraordinaire, je craque, je m'effondre, je me mets à pleurer parce que toute la douleur de la perte de cet être cher ressort à ce moment-là. Et vous savez qui est venu me relever? Ma femme de ménage. Ma fameuse cuisinière que je dénigre tout le temps là. C'est elle qui est venue te dire non madame, vous n'étiez pas dans cet état-là. J'étais par terre, j'arrivais plus. C'est-à-dire que du coup, les forces ont quitté mes jambes. Et ce sont elles, parce que j'ai 2 ménagères, ce sont mes 2 dames de ménage qui sont venues, qui m'ont porté pour que je puisse retourner dans la voiture parce que j'avais plus de force. Et ce jour-là, j'ai compris, j'ai dit, t'as vu, hein? j'ai dit, t'as vu, hein? Donc, il y a aussi toute cette richesse, tout ce rapport à l'humain aussi qui change, ou aussi, quand t'es patron, t'es bien plus que patron. Parce que tu dois comprendre quand t'as un employé qui arrive tout le temps en retard parce qu'il a plu, tu dois comprendre parce que parfois ça se trouve il habite dans une zone inondable et parfois sa chambre même a été inondée. Là aussi pareil, j'ai pris aussi une leçon aussi au niveau du management où j'ai dû apprendre à comprendre les gens. Tu vois, la vision froide et calculatrice. Pourquoi tout à l'heure tu me parlais, Joël, de cette personne qui dit si je suis là, je suis froid, calculateur, opportuniste, comment je vais faire pour m'en arriver? Bah, moi, au début, j'étais une patronne froide, calculatrice, etc. Sauf qu'un jour, de 5 personnes, je me suis retrouvée avec 0. Tous ont démissionné en même temps. Et peu importe combien tu les payes, hein. C'est là où ils sont partis. Et là, en fait, quelque part, pour tenir les gens, tu dois développer une relation plus ou moins affective avec eux, qui sort justement des sentiers battus occidentaux sur lesquels nous avons été éduqués et formatés. Donc, du coup, tu dois connaître tes employés. Qu'est-ce que fait madame, le nombre d'enfants, où ils habitent, comment il vient au travail, est-ce qu'il a encore son père et sa mère, est-ce qu'il a des frères et sœurs, etc. Parce que parfois, il en va même de la productivité de ta boîte. Et ça y va même pour des clients. Hein. Oui, c'est pareil. Il faut connaître sa femme,
ses enfants, sa maîtresse numéro 1, sa maîtresse numéro 2. Premier bureau, troisième bureau, comme ça. Son agenda, là, c'est là, il est chez la maîtresse numéro 3. Faut pas connaître d'impair. Faut pas commettre d'impair. Voilà. Tu sais, même Joël, moi, il y a des gens, moi, à un moment, j'étais même devenue spécialiste des veillées parce qu'il y a des gens, tu les cherches dans la ville toute la journée, hein. Tu vas appeler, tu vas aller le rater au service. Non, parfois il est sorti. Non, monsieur va revenir à 13h. Non, monsieur va revenir à 14h. Tout à coup, tu apprends qu'il y a un dignitaire qui est mort dans la ville. Eh ben, c'est à la veillée que tu vas le retrouver, que tu vas régler tes affaires. Donc, voilà, ça fait plus d'une heure qu'on se parle. C'est à la veillée que tu vas aller régler tes affaires. Donc, ça, c'est des petites choses qu'il faut savoir. Mais si tu te dis, ah, mais après tout, un tel, je le connais pas. Moi, qu'est-ce que je vais aller faire? Non, ce sont des lieux de sociabilité. C'est sûr. Alors ça, je disais, ça va faire une heure et quart déjà quand on parle. C'est passé tellement vite, du coup, c'est passé, voilà. J'espère que les auditeurs et les auditrices qui nous ont écoutés ont passé un agréable moment. En tout cas, moi, ça a été le cas. J'espère aussi que ça a été le cas. C'était riche et on sent que Chris on a encore sous le pied. On se demande si on va faire c'est sur une autre, un bis. Je sais pas sur quoi, mais on va trouver un bis. Et oui, donc c'est vrai que c'était très très édifiant. Encore une fois, on a parlé pas que l'aspect salarié ou entrepreneuriat du RIPAT, mais même de l'aspect sociaux, familiaux, enfin économique, avec beaucoup de péripéties et d'exemples concrets de ce que tu as pu vivre, Chris. Ça permettra justement à ces personnes-là qui nous écoutent et qui souhaitent peut-être repartir un jour sur le continent de se faire une idée beaucoup plus concrète de ce que ça peut être la vie là-bas. On n'est pas là pour dire que c'est bien ou que c'est pas bien. On partage juste des expériences. C'est à vous d'en tirer l'avis que vous en voudrez, pardon. Et on reste disponible par mail. Chris, on va mettre des liens, les profils de Chris, donc LinkedIn et Twitter, pour pouvoir la contacter si vous le souhaitez. Donc le replay sera disponible sous 48 heures max. Il y a une belle équipe Dieu qui fait tout le boulot. Et je sais pas s'il y a un petit mot de la fin, Chris, que tu voudrais nous dire pour nos auditrices et auditeurs qui nous écoutent. Non, voilà, moi je pense que c'est l'une des plus belles expériences que j'ai eu à faire. C'est vrai que c'est un risque. C'est vivre en dehors de sa zone de confort. C'est pas tous les jours très rose. Parce que quand vous avez votre route qui est inondée et que vous vous demandez que vous avez plutôt besoin d'un bateau que d'une voiture pour aller travailler, ça ne rassure pas. Mais à côté de ça, il y a tellement de choses extraordinaires qui se passent et riches. Vous devenez, l'Afrique en fait, elle vous enrichit, elle vous nourrit et elle vous permet justement de donner un sens à votre vie. Donc si c'est quelque chose que vous ressentez, il faut le faire. Et puis à la rigueur, c'est même pas une question de même que forcément l'Afrique. Si votre objectif c'est d'aller ailleurs, je pense que pour son épanouissement personnel, eh ben il faut le faire. Très très bon, très beau mot de la fin. Ouais. C'est important parce que le sens, en fait, à la base de tout ça, c'est le sens qu'on donne à sa vie. On l'a rappelé par rapport à la qualité de vie, par rapport à l'impact qu'on va avoir aussi sur soi-même et puis sur les autres. Donc c'est un très très bon mot de la fin. Et puis écoutez, moi je me suis inspirée, j'ai vu les paroles de Chris. Si vous me retrouvez en Côte d'Ivoire, ne vous étonnez pas. Ce sera la faute de Chris parce que là j'ai vraiment envie d'avoir une qualité de vie autre que ce que j'ai aujourd'hui. Bon, c'est un chemin et j'espère que celles qui nous auront écoutés ont pu s'inspirer à leur propre conclusion. Et puis celles qui sont déjà avancées dans leur projet auront peut-être ajouté quelques éléments plus à leur sac à dos avec lequel elles vont partir. Voilà. Et la vie, quel pays d'Afrique. C'est pas que métro, boulot, dodo. Si métro, boulot, dodo, ça pèse, il faut savoir qu'il y a des alternatives et il faut savoir que ça va dans un sens comme dans l'autre. Il n'y a rien qui n'est irréversible. Mais c'est métro, boulot, dodo, c'est-à-dire que si tu décides de repartir, non, si tu veux aller en Afrique, parce que voilà, tu peux aussi, si les choses se passent pas comme tu veux aussi, tu peux aussi remonter. Il n'y a rien, ça fait partie des expériences de la vie. C'est vrai. C'est vrai.
dans un sens comme dans l'autre. Je peux décider de revenir et je peux décider de revenir d'Afrique aussi avec d'autres expériences, aussi avec aussi une autre richesse et puis envisager aussi ma vie autrement aussi en Europe. C'est vrai. Simplement pour partir, il ne faut pas se griller partout, c'est tout. Au final, l'Eldorado est là où on construit, au fait. C'est là où on décide d'être, là où on décide d'être heureux, là où on décide d'être bien. Et puis surtout, moi je dis surtout un truc, c'est que je refuse de subir ma vie. C'est-à-dire que moi, les périodes de souffrance, là, 3 mois, 6 mois, pas plus, hein, pardon. Sur ces belles paroles, et sinon après par l'équipe, on va rendre l'antenne. On peut rendre l'antenne. Mais en tout cas, c'était encore très très enrichissant. Merci beaucoup pour le ton que tu nous as accordé, Chris, pour cette belle émission. J'ai hâte de voir le replay et on va rendre l'antenne. Merci à toutes et à tous d'être de plus en plus nombreuses à nous suivre et on vous dit à très bientôt sur The Focus, donc la radio web dédiée à l'univers de la femme, de la mère et de la pro. On rend l'antenne et à bientôt. À bientôt. Ciao, bye bye.